Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ont été créées afin de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide et des violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949. En vertu de cet accord aussi, les deux parties ont un objectif commun qui est d'œuvrer à la justice pour le peuple cambodgien et dans le même temps mettre en place un processus de réconciliation nationale et de paix pour le bénéfice du peuple cambodgien, tout en respectant la souveraineté du Cambodge. En vertu de l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement, articles 1er et 2 nouveaux, de la loi, il appartient aux chambres d'agir dans le cadre d'une certaine compétence. Ainsi, les chambres extraordinaires sont compétentes pour traduire en justice ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, ainsi que des actes de génocide ou des violations graves des conventions de Genève du 12 août 1949. Deuxièmement, les CETC ont le pouvoir, ne peuvent poursuivre plutôt que les auteurs de crimes commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Troisièmement, les CETC sont compétentes pour des crimes commis sur le territoire du Cambodge. Quatrièmement, les CETC sont compétentes uniquement pour ce qui est des hauts dirigeants du Cambodge démocratique et les principaux responsables des crimes qui ont été commis à l'époque. Voilà donc les paramètres qui définissent la compétence des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et qu'il convient de prendre en compte ici. Ainsi donc, cette compétence est définie, par la compétence rationnelle personnelle, par la compétence temporelle, la compétence rationnelle temporelle et la nature des crimes que tu as commis. Ceci a été décidé afin de mettre un terme à la culture d'impunité. Ce sont donc des paramètres qui ont été soigneusement réfléchis et dans le cadre desquels il convient de considérer la personnalité de l'accusé. Il s'agit là d'éléments extrêmement importants, car sinon l'on enfreindrait le principe de l'égalité, le principe de primauté du droit. Pour ce qui est de la compétence rationnelle temporelle et de la compétence rationnelle locis, des CETC
Il s'agit de questions directement liées aux compétences des CETC. Il faut aussi prendre en compte la compétence rationnée personnelle des chambres. Il y a donc des gens qui ne tombent pas sous le coup de la compétence des CETC. Tous ces paramètres doivent guider la Chambre dans l'examen du dossier retenu contre l'accusé. Il appartiendra donc de voir aussi si les crimes qui ont été commis sont des crimes de relèvement du droit international ou simplement du droit interne national cambodgien. Pour procéder à cet examen et pour lutter contre l'impunité, il convient d'interpréter correctement les questions de compétences, prendre en compte les éléments géographiques, la nature des crimes commis et les personnes concernées. Cela étant, d'après notre étude, d'autres tribunaux notamment des tribunaux hybrides, ont eu recours à beaucoup de compromis sur ces questions. Après la règle 11 bis et après la jurisprudence du TPY, le terme haut dirigeant est un terme qui correspond à une définition précise. Il s'agit des personnes dont le rôle, dont la responsabilité font qu'ils appartenaient au rang hiérarchique supérieur de l'administration, de facto et de jure. Et ces personnes doivent occuper des postes qui permettent de les considérer comme des personnes occupant des responsabilités supérieures et non pas des responsabilités d'ordre moyen. Or, en l'espèce, l'accusé occupait des fonctions de loin inférieures. Selon la jurisprudence du TPY, ces conclusions concernant les rôles et les responsabilités de personnes occupant certaines positions politiques ou administratives et ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'il est possible de dire exactement quelle était la position de telle ou telle personne. Ainsi, si quelqu'un négociait avec des homologues internationaux, la Chambre peut considérer cette personne comme ayant occupé des responsabilités au plus haut niveau. Le Conseil de résolution a adopté une résolution, la résolution 1531, dans laquelle il définit les critères qui correspondent à des positions supérieures. Alors quels sont ces critères? Il faut viser les personnes qui étaient les hauts dirigeants du régime criminel. Dans le cas du tribunal pour la Sierra Leone,
Ces critères ont été clairement définis. Il est dit que les personnes qui ont commis des crimes ou de graves violations du droit humanitaire international sur les personnes qui ont remis en cause l'accord de paix conclu au niveau de la Sierra Leone. La compétence rationnée personnelle s'agissant des CETC s'inspire d'autres sources importantes et parfois controversées et de décisions rendues par d'autres tribunaux internationaux. Au début, lorsque le gouvernement cambodgien a fait appel à l'ONU pour l'aider à mettre en place des instances judiciaires, il s'agissait uniquement de poursuivre les hauts dirigeants du régime Khmer Rouge. Et l'Organisation des Nations Unies a accepté cette demande du gouvernement cambodgien. C'est ainsi qu'on est parvenu à l'accord qui a finalement été conclu. Et c'est au terme de ce processus que les CTC ont été mis en place. La compétence personnelle des CTC se restreint donc à poursuivre les hauts dirigeants du Cambodge démocratique et les personnes principalement responsables des crimes qui ont été commis durant la période pour laquelle les CETC sont compétents. Certains ont cherché à ce que cette compétence soit interprétée de façon plus large, de sorte que les co-procureurs aient une plus grande marge de manœuvre. Mais ces demandes ont été clairement rejetées par le gouvernement cambodgien. L'article 6.3 restreint la portée des poursuites menées par les coprocureurs et les juges d'instruction aux seules enquêtes sur les crimes commis par les hauts dirigeants du régime Khmer Rouge et les principaux responsables des crimes commis à l'époque. Article 6.3 de la loi relative au CTC. Par conséquent, en vertu de la loi, les coprocureurs ont un pouvoir limité. Il en va de même pour les co-juges d'instruction et les uns et les autres doivent respecter ce qui se trouve dans les règles, car sinon ils s'écartent de la loi telle qu'elle a été, des règles telles qu'elles ont été promulguées dans le cadre de la loi relative au CETC. Lors de l'audience de jugement, la défense a contesté la compétence des CETC concernant Kengek Iu. Et la défense a dit alors que les CETC n'étaient pas compétentes en l'occurrence et qu'il y avait de nombreux éléments de preuve qui tendaient à montrer que Kengek Iu n'était pas concerné par les articles 1er et 2 de la loi relative au CTC. Cependant, les juges n'ont pas pris en compte ces arguments et les poursuites ont continué jusqu'à leur achèvement. Finalement, la défense a encore une fois essayé
de reprendre ces éléments dans sa plaidoirie finale, demandant au juge de réexaminer les éléments à décharge qui tendent à montrer que l'accusé ne tombe pas sous le coup de l'article 1er de l'accord entre le gouvernement du Cambodge et l'ONU, ainsi que sous le coup des articles 1er et 2 de la loi relative au CTC. Encore une fois, les juges n'ont pas examiné les éléments à décharge comme le demandait la défense. Et le 26 juillet 2010, la Chambre de première instance a rendu son jugement dans la première affaire, condamnant Duc, directeur de S-21, et placé sous l'autorité directe de l'état-major et du ministère de la Défense dirigé par Son Sen, a condamné donc Duc à 35 ans de réclusion. Le jugement du 26 juillet 2010 reconnaît Duc coupable alors même qu'il ne tombe pas sous la compétence des CETC. La défense maintient sur ce point sa position, à savoir que la Chambre doit réexaminer les conclusions de la Chambre de première instance concernant l'appartenance de Duc à la catégorie des hauts dirigeants du régime Khmer Rouge et des personnes principalement responsables des crimes qui étaient commis à l'époque. La défense conteste aussi la méthode qui est employée par les coprocureurs, les coachs d'instruction et la Chambre de première instance pour ce qui est de définir la compétence personnelle, la compétence rationnelle personnelle des CETC vis-à-vis de Duc. On a cherché à faire tomber Duc sous le coup de cette compétence, mais les avocats de la défense restent convaincus que Duc n'est pas responsable. Et je pense qu'il y a erreur de la Chambre pour ce qui est de la compétence rationnelle personnelle des CETC. Cette compétence porte sur les hauts dirigeants Khmer Rouge et les principaux responsables des crimes commis sous le régime Khmer Rouge, ainsi que auteur des violations graves du droit international et du droit interne. L'accord conclu par l'ONU et le gouvernement royal du Cambodge concernant les poursuites à entreprendre que les crimes commis durant la période du régime Khmer Rouge envers doit avoir été commis par les dirigeants les principaux responsables. Au terme de la loi de l'accord, l'accord et la loi plutôt sont muets sur le fait que Duc aurait été un des principaux responsables des crimes commis à l'époque. La question qui se pose est la suivante. Qui étaient les hauts dirigeants du régime Khmer Rouge et qui étaient ses principaux responsables? Il ressort de la jurisprudence d'autres tribunaux que les hauts dirigeants peuvent être définis comme ceux qui sont suspectés d'avoir été responsables au titre de postes importants qu'ils occupaient. Cela veut dire que ces personnes peuvent être alors considérées comme de hauts dirigeants.
Ce n'est que si ces personnes détenaient des postes importants qu'ils avaient véritablement le pouvoir de prendre des décisions, de donner des ordres, et relevait alors des critères permettant de les qualifier de hauts dirigeants. Dans le cas inverse, il n'aurait pas été suspecté d'appartenir au rang des principaux dirigeants, des hauts dirigeants ou principaux responsables. D'autres, pour sa part, étaient directeurs d'une prison, d'un centre de sécurité. Comment peut-on le considérer comme un des principaux responsables des crimes? Je voudrais appeler votre attention, Mesdames, Messieurs les juges, sur cette catégorie des principaux responsables et des hauts dirigeants, à commencer par les hauts dirigeants. Ceux qui avaient le pouvoir de décider, de rendre des ordres. Et je vous renvoie ici au paragraphe 256 du jugement. Doit être recherché du côté de ceux qui avaient le pouvoir de donner des ordres à Duke. Ce sont eux qui doivent être poursuivis. Duke ne faisait que exécuter des ordres. À ce titre, ils ne doivent pas être poursuivis. Ils recevaient des ordres du comité directeur, du centre du parti. Et certes, il est agent exécutant, mais il ne tombe pas sous la compétence des CETC parce qu'il recevait ses ordres de ses supérieurs comme les autres directeurs de prison. Et par conséquent, nous demandons à la Chambre de la Cour suprême de revenir sur ces conclusions. Sur les conclusions de la Chambre de première instance. La Chambre de première instance a conclu que Duke comptait parmi les principaux responsables des crimes commis sous le régime Khmer Rouge. Elle ne l'a fait que pour s'assurer que les poursuites aboutissent, mais ce faisant, la Chambre de première instance a porté atteinte à la primauté du droit et aux accords de paix de Paris de 1991, dans lesquels il dit que la Constitution dans lequel on trouve l'annexe 5 qui accorde l'amnistie aux anciens soldats et cadres Khmer Rouge. L'article 21 de l'accord de paix de Paris dit très clairement que tous les prisonniers de guerre seront libérés et que les civils qui étaient en détention doivent également être relâchés. Et lorsque l'APRONUC est venu au Cambodge, ces personnes ont effectivement été relâchées et certains ont été vus à la table de négociation. Les Khmer Rouges faisaient partie des délégations et des partis qui ont participé aux élections, ce qui laisse entendre qu'ils avaient déjà été pardonnés car dans le cas inverse, ils n'auraient pas été autorisés à participer aux élections. Je voudrais souligner que les Khmer Rouges à l'époque ont boycotté les élections. Je peux encore conclure que dans le cadre de la loi elle-même, il a déjà été reconnu que ces personnes, dès 1991 et jusqu'à ce jour, n'étaient plus considérées comme tombant sous le coup de la loi.
L'article 7 du Code pénal de 2007 porte sur la détermination des actes criminels. Puisque la loi est en faveur déjà de Khmer Rouge, cela veut dire qu'ils sont dorénavant exempts de poursuite. Le jugement rendu par la Chambre de première instance dans le dossier 1 porte donc atteinte aux accords de paix de Paris de 1991. Et dans le même temps, ils vont aussi à l'encontre de l'article 7 du Code du Code de procédure pénale de 2007. 20 pays ont signé des accords. Le 23 octobre 1991. Cela veut dire que ces 20 pays sont tenus par le contenu de ces accords. There was a dispute between Thailand and Cambodia at the border. There has been an appeal to the international community. Il y a aussi eu appel à la communauté internationale dans le contexte du différend frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge pour contraindre la Thaïlande à respecter ces dispositions. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Ici au CETC, à savoir que les CETC doivent elles aussi respecter ces dispositions. Car quand la Thaïlande ne respecte pas les dispositions convenues, l'on conclut que la Thaïlande est dans une situation illégale. Je ne crois pas que les CETC souhaitent suivre l'exemple de la Thaïlande. Je puis donc conclure que lorsque l'on accuse Duc, lorsqu'on inculpe Duc plutôt au CETC, l'on ne respecte pas le droit et la Chambre de la Cour suprême a maintenant le pouvoir de réexaminer cette question de la compétence personnelle et en particulier de définir les personnes qui appartiennent à cette catégorie des hauts dirigeants du régime Khmer Rouge et des principaux responsables des crimes commis sous ce régime. Durant le régime de Khmer Rouge et à l'époque de Duc, il n'y avait pas de loi, c'était la ligne du parti qui remplaçait la loi. Il n'y avait pas non plus de tribunaux judiciaires et puisqu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas non plus de crime. Ainsi donc, Duc n'a pas violé la Convention de Genève de 1949 et Duc échappe à la compétence du CETC. La défense croit fermement que la Chambre de la Cour suprême va examiner cette affaire comme dans l'affaire Fenter contre Canada, où la Cour suprême du Canada a constaté que la personne concernée ne tombait pas sous le coup de la compétence des autorités du tribunal et cette personne a été immédiatement relâchée. J'en arrive à l'annexe 5 de l'accord, des accords. Il est dit aussi qu'un individu, une personne dont les droits ont été violés peut interjeter appel de la décision. Donc a interjeté appel devant la Chambre de la Cour suprême, demandant à la Chambre de veiller au respect de ses droits, tel que prévu à l'annexe 5 des accords de paix de Paris de 1991.
បើយោងតាមមាត្រា according to 5 នៃច្បាប់ Article 5 ស្ដីពីការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ de